Salut tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur l'émission de Sciences Humaines, la nouvelle saison. Voilà, on commence la saison un petit peu tard, on aurait voulu commencer en septembre, mais finalement on l'a pas fait. Donc bienvenue à tous ceux qui sont sur Twitch et à tous ceux qui sont sur Facebook. Donc comme l'année dernière, on fait la double diffusion sur Twitch et sur Facebook. Moi j'ai vos commentaires dans le chat, aussi bien sur Twitch que sur Facebook, et ils s'afficheront hop, au-dessus de moi juste là pendant toute l'émission. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, faire vos commentaires. Bienvenue en tout cas. Ce soir, on est avec Fabien Trécourt, qui est un journaliste de la rédaction que vous connaissez si vous avez suivi les émissions l'année dernière, et aussi donc qui est notamment spécialiste de philo. C'est aussi pour ça qu'il est là ce soir. Et on est aussi avec Jean-François Dortier, que si vous avez suivi quelques émissions l'année dernière, vous devez connaître aussi, qui se définit comme humanologue. Il va vous expliquer ce que c'est, parce que c'est sans doute pas évident pour tout le monde. Et qui va nous parler aussi ce soir de philo, puisqu'il est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Toute la philosophie en 4 questions. Je me présente aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à me présenter pendant tout au long de ma vie, puisque souvent je me définissais comme sociologue. J'ai été sociologue une partie de ma vie, et donc c'est là pour avoir un peu de crédibilité dans les sciences humaines. C'était mon métier, et donc je l'ai défini ainsi. Je suis le fondateur de Sciences Humaines, donc je peux me considérer comme un éditeur, un homme de presse, un petit patron de presse. Je peux aussi me définir comme un journaliste, puisque c'était mon métier pendant une trentaine d'années, en même temps que je dirigeais la revue. Aujourd'hui, je fais tomber les masques, je me définis comme humanologue, parce qu'au fond, le projet initial qui a conduit à la création de Sciences Humaines, il part de questions très simples sur la nature humaine. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est cette espèce étrange qu'est l'animal humain? Et donc, j'ai, on va dire, fondé une discipline mais qui renvoie à une discipline ancienne, puisque l'anthropologie, au départ, c'était la science de l'humain, et les sciences humaines sont des sciences de l'humain, sauf qu'elles se sont compartimentées en de nombreuses disciplines. Et aujourd'hui, mon but, c'est d'essayer, avec quelques autres bien sûr, c'est d'essayer de réunifier tous ces savoirs disparates pour essayer de retrouver l'unité de l'humain derrière la diversité de ses manifestations et ses disciplines. Et c'est ça l'humanologie. Donc ça se présente d'ailleurs sous forme d'un magazine diffusé par Sciences Humaines, qui est un trimestriel que j'écris quasiment tout seul, avec un co-humanologue que j'ai recruté récemment, un jeune collaborateur qui s'appelle Edgar Morin, qui me fait quelques articles réguliers pour la revue, mais je ne désespère pas de trouver d'autres humanologues pour nous accompagner dans cette aventure. Alors Edgar Morin, si vous ne connaissez pas dans le chat, n'est plus un tout jeune homme, mais il a passé la centaine d'années, et donc c'est un philosophe, sociologue français, voilà, qui est plutôt connu, hein. Si vous connaissez un petit peu les sciences humaines, le nom doit vous dire quelque chose, le nom du monsieur. Voilà, alors je ne sais pas si Fabien et Jean-François, vous m'entendez toujours? Là, ça va. Oui, ça va. Ok. Donc ce soir, ce soir, on va essayer justement d'avoir une approche un peu transversale, comme tu viens de le dire, Jean-François, pour parler de philosophie. Alors la philosophie, c'est une très vieille discipline, hein, qui a à peu près 2500 ans, il me semble. Et donc le bouquin que tu as écrit, Jean-François, parle de philosophie et essaye de résumer l'histoire de la philosophie en gros en 4 questions. Alors, la présentation en 4 questions, c'est une tentative pour donner une sorte de panorama de 2500 ans de philosophie. Donc, ce n'est pas la philosophie en soi qui est complexe. Si on avait fait une étude de la médecine, ou si j'avais fait une présentation de la psychologie, qui est peut-être moins ancienne, eh bien forcément, il faut essayer de résumer si on veut avoir une vue panoramique sur une discipline. Okay. Donc, c'est indépendamment de la complexité ou non de la discipline, le fait même de vouloir présenter 2500 ans d'une histoire de la pensée, ça suppose de partir avec un cadre. J'ai trouvé celui des 4 questions posées par Emmanuel Kant assez simple, parce que lui-même a présenté toute l'histoire de la philosophie, c'était en 1800, hein, en 3 questions, puis 4. Il disait, dans l'introduction de sa critique de la raison pure, toute la philosophie peut se résumer à 3 questions. Et Dieu sait que ce n'était pas quelqu'un de simple, hein, Kant.
Mais il disait, tout peut se résumer à 3 questions. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Alors en fait, c'était aussi son histoire à lui de la philosophie, parce que ça résume un petit peu ces 3 grandes critiques, ces 3. Ah, C'est le sujet de la critique de la raison pure, c'est-à-dire est-ce que l'esprit humain, fonctionnant sur sa raison, peut essayer de penser le monde? Et puis, que dois-je faire? La deuxième critique, on appelle ça la critique de la raison pure, la raison pratique, pardon. La raison pratique, c'est morale, c'est la science de l'action. Et donc, que puis-je faire? Deuxième question, que m'est-il permis d'espérer? Alors là, je n'ai pas trop compris le lien avec sa troisième critique, c'est-à-dire la critique du jugement, mais c'est un ouvrage un peu touffu dans lequel il y a une première partie qui parle d'esthétique, une deuxième partie qui parle de téléonomie, c'est-à-dire de finalité, bref. Et en tout cas, à la fin de sa vie, dans un de ses derniers ouvrages, qui s'appelle L'Anthropologie, il dit, mais au fond, toutes ces 3 questions peuvent se résumer à une seule: qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'être humain? Et donc, j'ai trouvé que c'était un bon point de départ. Alors, pour lui, d'ailleurs, c'était le début d'une nouvelle science qui était l'anthropologie, la science de l'homme, que j'appelle moi aujourd'hui l'humanologie, mais c'est la même chose, tout simplement parce que l'anthropologie, c'est devenu une science spécialisée dans l'étude des peuples dits primitifs à une époque. Aujourd'hui, on est les peuples premiers. Mais sa vocation était beaucoup plus générale. C'était une philosophie anthropologique, une science de l'homme. Bref, 4 questions suffisent peut-être à ouvrir un champ énorme. Et donc, c'est tout simplement une clé d'entrée. Donc, que puis-je connaître? C'est toute la philosophie de la science. Et là, j'essaie aussi de faire à travers de grands chemins, de le compartimenter entre voies spécifiques. Par exemple, il y a toute une tradition philosophique qui dit le but de la philosophie, effectivement, de donner une connaissance particulière. Mais c'est quoi cette nature de connaissance? Si on écoute, par exemple, des gens comme Platon ou Hegel, ils disent la philosophie, ça donne accès à un savoir qui est supérieur. C'est une sorte de reine des sciences, auquel n'aurait accès d'ailleurs aucun des spécialistes particuliers. Donc, le philosophe est un maître de vérité qui atteint un savoir ultime, la vérité, avec un grand V. Mais d'autres disent non, 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 c'est pas le but de la philosophie, c'est pas de découvrir une vérité, c'est une méthode pour bien raisonner. On pense évidemment à Descartes, qui, dans son discours de la méthode pour bien conduire sa raison dans la science. C'est le titre exact. Donc, des méthodes, il y a d'autres. Tiens, mon ami Edgar Morin a écrit 6 volumes qui s'appelle La méthode. Il ne prétend pas détenir une vérité, mais une méthode pour penser. Et puis, certains disent encore, non, mais c'est ni une vérité que propose la philosophie, ni même une méthode. C'est tout simplement une remise en cause des idées reçues. Donc c'est une pensée critique qui a pour but de toujours remettre en cause les savoirs établis, de questionner. Alors on pense évidemment au premier des philosophes, c'est Socrate, en tout cas le premier des philosophes consacrés, qui ne cesse de dire « je ne sais que je ne sais rien », et donc de poser sans fin des questions. On verra que ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon, peu importe. Et puis jusqu'à aujourd'hui, un grand courant de la philosophie française au XXe siècle, c'est ce qu'on a appelé la pensée de la déconstruction, des gens comme Foucault, comme Derrida, qui ont pour but essentiellement de faire de la philosophie à coups de marteau, comme disait Nietzsche, c'est-à-dire de casser les concepts et de remettre en cause les notions. Donc moi j'ai essayé à chaque fois, autant pour la connaissance, et puis je savoir, que doit-on faire? Essayer de compartimenter aussi les différentes voies qu'on trouve. Que m'est-il permis d'espérer? Et ça donne le plan du livre. Donc et puis la dernière question, qu'est-ce que l'homme? Voilà comment est organisé l'ouvrage. Et alors, donc on a Siegfried qui demande qu'en disait Pythagore, qui est, paraît-il, l'inventeur du mot philosophie, et donc on ne connaît pas beaucoup l'école de pensée d'ailleurs. Quand on étudie la philosophie, c'est pas le premier nom qui vient, quoi. On étudie Platon, Aristote, Socrate, c'est les premiers noms des grands philosophes grecs, mais Pythagore, on en parle moins. Oui, c'est vrai, on le situe habituellement dans ce qu'on appelle les présocratiques, c'est-à-dire ceux qui ont précédé Socrate, comme si Socrate avait été le père de la philosophie. C'est pas vrai. Il y a eu plusieurs courants de philosophie avant Socrate. Donc Pythagore, alors on ne sait rien sur lui. Pythagore, même pas. On sait sans doute qu'il est né dans une île en Ionie, c'est-à-dire en Turquie actuelle. Ensuite, il a migré vers l'Italie du Sud, où il a fondé son école. C'était
une école assez particulière de pensée, mais qui nous replonge justement à une autre façon de penser la philosophie. Quand vous étiez un philosophe grec au VIe siècle avant Jésus-Christ, la philosophie, c'était une sorte de... Le philosophe était une sorte de décathlonien de la pensée, qui était à la fois un sage, qui avait pour but de donner des directions de vie. Donc la philosophie, c'était un art de vivre. L'école pythagoricienne, c'était quasiment une secte religieuse, Ok. où on ne rentrait d'ailleurs pendant 5 ans, on devait être assisté au cours sans parler. Ensuite, on avait droit à la parole. Et puis, on accédait finalement aux connaissances. Et la connaissance suprême, elle était de nature mathématique. Pythagore n'a pas inventé le théorème de Pythagore. Il a été découvert par les Mésopotamiens 1000 ans auparavant. Mais enfin, en tout cas, on lui attribue. Ouais, C'était on une sorte connaît. de numérologue qui pensait que le monde était guidé par une harmonie de nombres et qu'on retrouvait dans la musique, qu'on retrouvait dans les mathématiques, et qu'il fallait d'ailleurs gouverner une société à partir de ces connaissances ultimes. Donc, en D'accord. fait, à l'époque grecque, la philosophie a un sens très différent selon qu'on va vers Socrate, ou ce qu'on appelle à l'époque les sophistes, qui sont des avocats spécialistes de rhétorique et du débat intellectuel, et puis des gens qui s'intéressent à la science, c'est une philosophie de la nature, et d'autres qui s'intéressent à la philosophie morale, c'est-à-dire l'éthique. On trouve de tout ça, c'est D'accord. une nouvelle forme de pensée, mais qui n'a pas une direction unique. Et alors, tu parlais tout à l'heure de cette question. Est-ce que la philo, ça nous permet d'accéder à une vérité supérieure ou est-ce que ça nous permet de mieux connaître l'être humain? Voilà, j'avais envie de vous poser la question parce que c'est une question aussi que j'ai posée aux followers de sciences humaines sur Instagram où je leur ai demandé, pour vous, là, c'est la philosophie, ça sert à quoi? Et il s'avère qu'une écrasante majorité des gens, 94%, d'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, hein, mais la plupart des gens pensent que la philo c'est quand même quelque chose qui sert à mieux connaître l'être humain et pas quelque chose qui sert à accéder à une vérité plus ou moins absolue, ou en tout cas supérieure. C'est intéressant qu'on reste sur le registre de la connaissance et pas sur celui de l'éthique. Parce que moi, quand je discute avec des gens qui ont un intérêt plus ou moins marqué pour la philosophie ou qui ne savent pas forcément ce que c'est plutôt le côté mode de vie, éthique qui va venir en premier. Je ne sais pas si tu as cette expérience aussi, Jean-François, mais l'idée que la philosophie, finalement, ne serait pas tant dirigée vers de meilleures connaissances de l'être humain ou de vérité dite supérieure, mais qu'elle serait avant tout une façon de mener sa vie, de faire des grands choix éthiques. Donc, moi, je suis assez étonné par ce résultat. Oui. Moi aussi, d'une certaine façon, parce que d'abord, de par mon âge, quand je suis rentré moi, dans la philosophie, c'est-à-dire je l'ai découvert au lycée, hein, à l'époque, la philosophie, c'était vraiment la voie de la connaissance. C'était un moyen pour connaître le monde, d'ailleurs pas forcément que l'être humain, hein. C'était une sorte de métaphysique générale. Donc, moi, je suis rentré ébloui par l'idée que j'allais, grâce à la philosophie, pouvoir résoudre ou comprendre les grands mystères, les grandes énigmes de l'univers. Et c'est ensuite que la philosophie s'est déportée dans les années, enfin, une partie de la philosophie, depuis une trentaine d'années environ, vers la dimension éthique dont vient de parler Fabien. C'est-à-dire le versant morale de la sagesse, puisque le mot philosophie lui-même, c'est philosophia, en grec, c'est l'ami de la sagesse. Et qu'est-ce que c'est qu'un sage? Au départ, justement, il y avait ces deux versants. Le versant savoir, c'est un savant, le sage, c'est celui qui sait, et en même temps, c'est un homme de bien, qui se comporte bien, qui montre au monde un art de vivre qui n'est pas simplement son bonheur personnel, mais qui est aussi une sorte de vie digne qui mérite d'être vécue. Alors c'est encore autre chose de connaître l'être humain. C'est encore une troisième chose. Là, c'est la quatrième question de Kant. Puisque supposons qu'aujourd'hui, le but de la philosophie soit de connaître l'être humain, alors elle devrait se plonger dans les études de sciences cognitives pour savoir comment le cerveau fonctionne. Elle devrait se plonger dans l'histoire pour essayer de comprendre les dynamiques historiques. Elle devrait aussi se marier avec la sociologie. Ce n'est pas du tout son cas.
Bah, un petit peu quand même, parce que quand tu vas aujourd'hui dans les laboratoires de recherche, la transversalité est hyper encouragée, que ce soit dans les universités ou des instituts type CNRS. Et de plus en plus, quand tu discutes avec des philosophes contemporains, ils sont amenés, dans le cadre de leur projet de recherche, à bosser avec un sociologue, un historien, ou même, s'ils travaillent sur l'esprit, par exemple, avec des psychologues, des cognitivistes ou des généticiens, des biologistes. C'est quand même quelque chose qui est en train de changer, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Je ne pense pas que d'ailleurs c'est en train de changer. Au contraire, c'est revenir à la tradition fondamentale de la philosophie. N'oublions pas que la philosophie, au temps de Descartes, c'était la science à la fois de la nature et de l'être humain. Et lorsque Descartes écrit son discours de la méthode, eh bien, il écrit d'abord, c'est une préface à un ouvrage de physique, de mathématiques, de géométrie, et puis il écrit aussi un traité sur l'homme. Donc pendant très longtemps, on peut remonter jusqu'à Aristote aussi, il y a eu un mariage très étroit entre la philosophie et les sciences humaines compris. Après, il y a une petite différence avec aujourd'hui, je C'est vrai, trouve. et aujourd'hui, peut-être que dans certains domaines, il y a des liens qui se font, mais il y a quand même eu un divorce à partir du milieu du 19e siècle entre une philosophie qui s'était découplée du savoir scientifique. Il y a aussi une autre nuance, j'ai l'impression, c'est qu'à l'époque de Descartes, ou même avant, après des naturalistes, ou avant des Aristote, etc., c'était une seule et même personne qui devait avoir la totalité du savoir. Alors qu'aujourd'hui, dans les projets de recherche, il y a cette spécialisation dont tu parles souvent, qui fait que justement, des philosophes, par exemple, je parle de ce à quoi je m'intéresse, des philosophes de la biologie, par exemple, vont considérer qu'ils ne sont pas généticiens pour autant et qu'ils vont avoir besoin de travailler avec un généticien. Et il y a plus, enfin moins dans les labos de recherche en tout cas, ce truc de l'intellectuel total qui, comme Descartes, comme Aristote, essaye de couvrir l'ensemble des domaines du savoir, c'est séparé entre spécialités. Voilà. Alors donc, moi, mon but en écrivant ce livre, justement, il était triple. Le premier, c'était effectivement, comme je l'ai dit, de proposer une sorte de panorama avec une sorte de fil d'Ariane qui sont les 4 questions de la philosophie pour simplement s'y retrouver dans un univers qui est foisonnant, qui est extrêmement riche, 2500 ans de pensée, avec des penseurs d'une grande diversité, parce que Aristote n'est pas Spinoza, qui n'est pas Sartre. Et donc, si on peut simplement s'y retrouver, il faut un fil directeur. Donc, les 4 questions, c'est celle-là. Alors, je vais préciser, par exemple, ce qu'était pour moi la première question. On peut la résumer en 3 grandes trajectoires: la recherche de la vérité, la recherche d'une méthode et la pensée critique. Mais on peut dire aussi la même chose avec la morale. C'est-à-dire, la philosophie, si elle est un art de vivre, c'est le deuxième grand versant selon les Grecs de la philo, alors on peut aussi distinguer des chemins à l'intérieur. Par exemple, si on demandait à Aristote qu'est-ce que c'est que l'art de vivre, il nous dirait c'est la recherche du bonheur, c'est le bien suprême de tout homme de rechercher le bonheur. Mais la recherche du bonheur, les philosophes l'ont abordé différemment. Certains disent, c'était le cas des matérialistes hédonistes, c'est dans la recherche de la jouissance et des plaisirs. D'autres, comme Aristote, dit non, il faut quand même plus de tempérance. D'autres aussi vont dire, mais attendez, si on demandait à Nietzsche, tu dirais non, le but de la vie, c'est pas le bonheur, c'est de s'accomplir. Et s'accomplir, c'est pas forcément rechercher son bonheur personnel, parce que si vous êtes artiste, si vous êtes sportif, si vous êtes créateur, si vous êtes écrivain, vous saurez que pour vous accomplir, c'est-à-dire pour réaliser un projet qui vous est cher, vous allez devoir en payer le prix personnel. Monter au sommet de l'Everest, ça peut être un but d'accomplissement, c'est pas forcément le bonheur, c'est-à-dire au sens de bonheur entendu au sens des plaisirs. Et puis certains diront, c'est le cas de Kant, non mais le but de la vie, et le but moral de la vie, c'est ni l'épanouissement personnel, ni le bonheur, c'est faire le bien, c'est être un homme de bien, un homme juste. La deuxième voie, celle de la morale, elle peut être également ramifiée. Et puis, on peut le dire également pour la recherche. Alors, ce que Kant a appelé que m'est-il permis d'espérer, il y a plusieurs traditions philosophiques qui s'interrogent sur le but de la vie. Si on demandait à Pascal, lui dit le but de la vie, c'est d'atteindre le paradis. Et donc, pour ça, il faut même renoncer à un certain nombre de plaisirs existants. C'est le pari pascalien
puisque le bonheur, il se trouve là-haut, dans le paradis. Et donc, voilà. Au passage, d'ailleurs, je signale que Socrate lui-même n'était pas loin de penser ça. Le même Socrate qui disait « je pense, je sais que je ne sais rien », il croyait quand même dur comme fer au paradis des philosophes simplement. Et il pensait que réellement, après sa vie, il allait atteindre une sorte de monde des idées, décrit ensuite par Platon, dans lequel il allait rejoindre, comme esprit, son âme allait quitter son corps, et il allait rejoindre une sorte de paradis de philosophes où on allait diviser doctement de choses purement spirituelles. Ce qui lui permettait d'ailleurs de se débarrasser de ce monde ordinaire, qui pour lui, c'était sa femme Xanthippe, qui était une mégère. Il avait un corps qui était détestable parce qu'il était moche. Enfin, bref, il était fâché avec le monde concret. Voilà. Donc, il y a une voie qui est la voie du salut. C'est celle de saint Augustin, de tous les croyants. Il y a une voie aussi de gens qui disent non, mais le bonheur, il n'est pas là-haut, il est ici-bas, et il n'est pas individuel, il est collectif. Donc, il faut rechercher une cité idéale. Donc, ça, c'est le but, évidemment, d'une tradition de la philosophie. Celle liée au marxisme, liée à l'émancipation sociale. Bon. Donc, vous voyez que dans chacune des voies, on peut les diversifier. Et enfin, la dernière question, qu'est-ce que l'homme? Elle aussi a ses propres ramifications. Certains ont dit, l'être humain, eh bien, la réponse d'Aristote, c'est un animal politique. Si on avait demandé à saint Augustin ou à saint Thomas d'Aquin, qui étaient les philosophes du Moyen-Âge, ils auraient dit oh, c'est quelque chose à mi-chemin entre les anges et les bêtes, un petit peu de corps matériel qui est humain, qui est animal, et une partie qui est angélique, parce que nous sommes des créations de Dieu. Si on avait demandé à Descartes, il disait c'est un animal rationnel, d'autres ont dit c'est un animal de langage. Bon, même si vous me posez la question à moi, j'aurais ma propre réponse. Mais ce n'est pas l'objet. Le but dans ce livre, c'était justement de faire une présentation synthétique de 2500 ans de tradition philosophique, mais avec un fil directeur. Et alors, ces différentes visions dont tu parles là, pour toi, est-ce qu'elles sont incompatibles entre elles? En grande partie, oui. Par définition, la philosophie, comme d'ailleurs, c'est pas le propre de la philosophie, hein, mais c'est vrai qu'il y a des débats en permanence. Si on est matérialiste, on n'est pas idéaliste. Si on est comme Sartre, on pense que l'essence de l'homme, c'est la liberté. Eh bien, évidemment, ce n'est pas la théorie de Spinoza qui dit que l'essence de l'homme, c'est le déterminisme. Au contraire, il y a une sorte de programme intérieur. Et donc, il y a des confrontations très, très fortes dans les traditions philosophiques. Ok, Fabien, tu es d'accord avec ça? Qu'il y ait des oppositions, oui, oui, évidemment. Et ce qui est intéressant, Jean-François le dit dans l'introduction, c'est que la philosophie, c'est peut-être la seule discipline où les grandes orientations ne vieillissent pas trop mal. C'est-à-dire qu'on peut être platonicien au XXIe siècle, on peut être darwinien au XXIe siècle, on peut être pascalien ou cartésien ou ce qu'on veut. C'est encore possible. En général, il y a toujours des petits ajustements à faire, des actualisations, parce que quand on relit vraiment tout Platon, il y a des trucs, par exemple, c'est vraiment pas possible vu d'aujourd'hui. Mais il y a une orientation générale, donc par exemple, cette idée qu'il existe des idées générales qui ne se retrouvent dans aucune incarnation particulière à laquelle on peut être confronté dans le monde matériel et sensible, ça, c'est quelque chose qu'on peut encore défendre aujourd'hui, par exemple. Et donc Jean-François insiste là-dessus dans l'intro, et du même coup, c'est ça qui est magique, moi je trouve, dans la philosophie, c'est que quand on relit un dialogue, typiquement un dialogue de Platon, ou un traité d'Aristote, ou Descartes, ou ce que vous voulez, on a l'impression de se retrouver face à des questions qui n'ont pas tellement vieilli. Les réponses peuvent avoir vieilli, elles peuvent être un petit peu dépassées, surtout quand on entre dans le détail, mais les grandes orientations, la façon de poser les problèmes, elles fonctionnent encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un petit ouvrage très amusant, le titre m'échappe, mais d'Hilaria Gaspari, qui a vécu à la façon de 6 philosophes. Elle a vécu à la façon des sceptiques, des pythagoriciens, des platoniciens. Elle raconte ça. Ça s'appelle 6 philosophes dans mon salon. Voilà, c'est ça. Mais ça montre que voilà, il y a une application qui est toujours possible aujourd'hui. Et puis je joue juste une petite parenthèse par rapport à quelque chose qu'a dit Jean-François sur Socrate et la croyance au monde des idées. Il va pas pouvoir m'entendre. Ah si, c'est bon. Moi sur ce genre de truc, c'est une parenthèse technique, désolé, mais je me demande si c'est Platon ou Socrate. Je suis pas sûr que Socrate croyait au paradis. Enfin, il y a toujours cette ambiguïté. Est-ce que c'est Platon qui a remis ça derrière dans la bouche de Socrate, ou est-ce que c'est vraiment
les idées que défendait Socrate, on peut jamais être sûr à 100%. Moi, dans des trucs comme ça, j'ai tendance à soupçonner plutôt Platon que Socrate, quoi. Je pense qu'il était peut-être plus matérialiste que l'image qu'en a donné Platon dans ses dialogues, justement, quoi. Je referme la parenthèse. Peut-être, puisqu'on ne connaît rien de Socrate autrement que par les écrits de Platon, puisque lui-même détestait l'écriture et ne voulait pas écrire, il est quand même, on est à peu près sûr, allé clairement à la mort avec une certaine sérénité. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir aussi un regard critique sur certains philosophes. Et donc, je trouve qu'on sacralise beaucoup Socrate, on lui pardonne beaucoup. Le fait aussi pourquoi il a été condamné à mort, on en fait une sorte de Christ de la philosophie, comme si simplement il avait des idées qui iraient contre l'opinion ordinaire et qui l'auraient amené finalement à être condamné à mort. S'il a été condamné à mort, c'était pour des raisons très précises. C'est qu'il avait soutenu une jeunesse de l'aristocratie grecque qui, notamment Alcibiade, qui était un de ses élèves et un de ses amoureux au passage, et qui était devenu un des tyrans d'Athènes, qui avait passé alliance avec Sparte. Et donc tout ce contexte-là, souvent on ne le présente pas dans l'histoire de la philosophie, on en présente simplement comme une sorte de débat d'idées. Alors je reviens à ce que tu dis, justement, puisqu'on est dans les débats d'idées, que la philosophie ne vieillit pas. Les postures fondamentales, elles peuvent encore être admises aujourd'hui. On peut être effectivement un mathématicien platonicien, croire à un monde des idées pures, il y a des mathématiciens qui le croient. Mais en même temps, c'est un signe de faiblesse. Parce que s'il est vrai que les idées ne vieillissent pas, ça veut dire qu'elles sont toujours irréfutables. Et donc, alors que, par exemple, en chimie, Lavoisier, c'est pas la même chose que les alchimistes. En physique, la science progresse. Dans les autres sciences, on estime qu'il y a des progrès. Et donc, si les idées de Platon sont encore vivantes aujourd'hui, ben, c'est parce qu'en fait, la philosophie peut se permettre d'avoir une certaine distance avec la réalité qui lui permet de jamais être réfutable. Bah, par rapport à ça, Jean-François, j'ai quand même une question. C'est que, par exemple, si je prends la biologie et la théorie de Darwin, ça remonte un peu. Peut-être que tout ce qu'il a dit, on peut plus l'appliquer, mais cela dit, la théorie de l'évolution, peut-être qu'elle est réfutable, mais en tout cas, elle n'est pas réfutée et elle ne le sera sans doute pas. En tout cas, en l'état actuel des choses, elle l'a toujours pas été depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, voire plus. Alors, on pourra faire une émission sur le darwinisme. Bon, la théorie de Darwin n'est pas forcément la théorie de l'évolution. Aujourd'hui, au contraire, il y a tout un courant de pensée évolutionniste qui est non darwinien. On revient, par exemple, on découvre à travers, c'est juste une parenthèse, on est en train de découvrir à travers la transmission épigénétique des caractères acquis, un auteur qui a été rejeté par la science, qui était celui de Lamarck, une forme d'évolution, mais qui n'est pas darwinienne. Donc c'est vrai, à un certain niveau de généralité, toutes les idées, par exemple, que le monde change, on pourrait dire qu'Héraclite est irréfutable, puisqu'Héraclite a dit que le monde change. Rien n'est fixe, tout coule, tout passe. Alors à ce niveau de généralité, effectivement, c'est irréfutable. Mais dans le corps de la métaphysique. Il avait raison. Oui, okay. La question du niveau de généralité est importante. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, je distinguais après coup la façon de poser les problèmes et la façon d'y répondre. Et je trouve que c'est souvent la façon de poser des problèmes qui vieillit bien. Et par contre, quand on va dans le détail des thèses soutenues par les philosophes, là, il y a déjà tout de suite beaucoup plus de problèmes. Je m'étais amusé à lire une fois vraiment en intégralité La République de Platon. Il y a des passages qui sont tout simplement scandaleux, lus aujourd'hui, quoi. Après, la question, est-ce qu'il y a du progrès en philosophie? Moi, c'est un sujet que je ne connais pas très bien. Jean-François doit le connaître mieux que moi. Je crois que c'est un débat qui est assez difficile. Et on va retrouver des auteurs qui soutiennent des opinions contraires. Mais ça, je ne connais pas assez pour entrer là-dedans. Je ne préférerais pas m'y risquer. Et je fais juste une petite annonce, puisqu'on parle de Darwin. C'est que on va consacrer un prochain livre du mois à Sciences Humaines justement à un auteur qui propose une actualisation du darwinisme qui est hyper intéressante. J'en dis pas plus pour qu'il y ait une petite surprise, mais ce sera le livre du mois. Je crois savoir ce que c'est encore. Enfin, j'imagine, mais on n'en a pas parlé, donc on en parle. Ok. Prenons un cas très concret pour rentrer. Ce qui est mon cas. Je me méfie un peu des trop grandes généralités. Justement, je ne dois pas rester dans les généralités pour aborder ces questions-là. Prenons le cas de Descartes, puisque c'est le philosophe national.
Voilà. Il représente la raison, la pensée rationnelle. Tout le monde a appris en classe de philosophie, au moins a dû lire quelques paragraphes du discours de la méthode, dont le titre exact est « Discours de la méthode pour bien guider sa raison dans les sciences », qui est un ouvrage qui est en fait une préface d'un ouvrage scientifique dans lequel il y a une géométrie, une météorologie et une physique. Alors, remarquons déjà au passage que l'enseignement est fait uniquement de la préface sans parler de la suite. Imagine-t-on qu'on enseigne un ouvrage, par exemple, d'historien, on ferait lire la préface sans lire l'histoire du monde. Il présenterait expliquer l'histoire du monde et on ne lirait que la préface en disant « ne vous intéressez pas à la suite ». Or, il se trouve que Descartes développe une pensée qui est une pensée mathématique. Il pense que tout le monde peut s'expliquer par des lois mathématiques. Il va l'appliquer ensuite à la physique, à la géométrie, ça va très bien marcher, puisqu'il va fonder la géométrie analytique, le cartésianisme en mathématiques, qui est irréfutable à ce jour. Et puis, par contre, quand il va l'appliquer aux astres, il va commettre d'énormes bourdes. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne présente pas ça aussi dans l'histoire de la philosophie. Et donc, il y a effectivement, à mon avis, quand même une possibilité de réfuter un certain nombre de thèses. Descartes, c'est un cas d'école parce qu'effectivement, il est présenté comme le plus rationaliste. D'ailleurs, dans le vocabulaire courant, quand on dit de quelqu'un qu'il est cartésien, ça veut dire qu'il est très rationaliste, très rationnel, alors qu'en réalité, c'était quelqu'un d'extraordinairement intuitif, mais que, comme toutes les personnes très intuitives, se répandant beaucoup sur les intuitions, il a dit énormément de bêtises aussi qui ont été abandonnées presque aussitôt, en fait. Alors, pour continuer un petit peu sur ces 4 questions, moi j'avais une question sur ces 4 questions, c'est que tu pars de la philosophie de Kant, mais est-ce que on s'enferme pas dans le point de vue d'un seul philosophe ici? Est-ce que on peut sortir du cadre de la philosophie de Kant en se posant ces questions? Et si oui, après, vers quels auteurs on peut aller? Quels sont les auteurs qui sont incontournables? Alors tout à l'heure, Fabien, tu disais que voilà, il y avait des auteurs qui restaient quand même très actuels. Pas Descartes, si j'ai bien compris votre discussion d'un instant, mais il y en a quand même qui restent actuels. Quels sont pour vous, au-delà de Kant, les auteurs incontournables en philo? J'ai pas eu la fin de la question. Moi, je sais pas si tu l'as eu, Jean-François. Oui, j'ai eu la fin de la question. Alors, d'abord, quels sont pourquoi je suis pas, c'est pas un ouvrage kantien. Hein. Je crois que je l'ai dit au départ. J'ai utilisé les 4 questions de Kant comme une sorte d'une grille de lecture. Donc, c'est simplement un tremplin pour faire un plan, pour présenter toute une histoire avec des ramifications. Donc, c'est pas du tout un ouvrage qui reprendrait les catégories kantiennes. Hein. Ok. Beaucoup de respect pour le personnage, mais bon. Donc, à la question, est-ce qu'il y a ensuite... donc, ce n'est pas un ouvrage kantien, au contraire, il est très pluraliste. Okay. Mon but premier, c'était de présenter simplement une diversité d'auteurs. Je signale au passage, d'ailleurs, que mon but était de vulgariser, au sens le plus simple. J'essaye de faire dedans du Heidegger sans peine, du Wittgenstein pour débutants, ça, en consacrant 3 ou 4 pages à chaque auteur. Alors, ce qui peut paraître un peu scandaleux, du point de vue de l'autorité de la pensée philosophique qui demande normalement de se pencher longuement sur des auteurs, mais moi j'aime bien transgresser les valeurs du savoir. Alors d'abord, je me réclame de Bergson qui disait que derrière chaque pensée, derrière chaque auteur, il y a toujours une intuition fondamentale que tente l'auteur de mettre en forme ensuite de façon plus ou moins sophistiquée. Certains auteurs sont extrêmement complexes et difficiles à lire. C'est le cas de Hegel, c'est le cas de Husserl, c'est le cas de Heidegger. Et puis d'autres, au contraire, ont une pensée limpide. Si vous lisez Pascal, si vous lisez Voltaire, Diderot, ou la préface de Descartes, ça se lit assez simplement, encore dans le langage moderne. Bon. Donc ça, c'est pas la nature propre de la philosophie d'être complexe ou d'être simple. D'accord. Et ensuite, deuxième chose, j'ai cherché, alors là c'est un secret que je vous confie et que je ne devrais pas le dire parce que je vais me déshonorer, mais je vais le faire quand même, c'est parce que j'ai réussi de présenter dans une introduction de 20 pages toute l'histoire de la philosophie à partir des 4 questions pour pouvoir battre un record du monde. Alors, le record du monde, je l'avais déjà battu, il est celui qui avait été, je vais essayer de retrouver... Voilà.
dans un livre que j'avais fait il y a déjà une vingtaine d'années, qui s'appelait Philosophie, vous le voyez là? On le voit. Philosophie de notre temps. J'avais fait une introduction qui s'appelait Cours de philosophie en 1h12. Et j'avais essayé de battre le record de Gombrowicz, qui est un philosophe polonais qui avait écrit un cours de philosophie en 6h15. Et donc, je pense avoir battu le record. Et là, en 20 pages, je pense qu'en une trentaine de minutes, on peut déjà avoir un tour d'horizon de la philosophie. Alors, ça viole allègrement les lois du savoir, mais je le fais en toute impunité. T'as battu ton propre record. Voilà. Là, pour parler du dispositif pédagogique de Jean-François, donc effectivement, les 4 questions dans le livre sont 4 points d'entrée. Bon, déjà, 2 choses, c'est pas un scoop, mais Jean-François écrit extraordinairement bien. Le livre, on le lit vraiment en se marrant, parce qu'il y a des points d'humour qui tombent très juste et on comprend tout. C'est extrêmement accessible. Même Husserl, même Heidegger, effectivement, on comprend. Et ça, c'est quand même une sacrée performance. Mais après, par rapport à la question que tu posais, effectivement, on va retrouver un peu tous les auteurs canoniques auxquels on est confronté dans la perspective du bac, déjà en terminale, parce que c'est comme ça que la plupart des gens découvrent la philosophie, ou si on veut s'initier à la philosophie en France, quand on va prendre des livres un peu généralistes, on retombe sur les auteurs que présente Jean-François. Mais après, justement, la question qu'on peut se poser, Jean-François, au-delà, donc je recommande vivement ce livre, hein, mais tu vois, si on élargit un petit peu, c'est comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un point de vue qui est celui dans lequel on baigne? En fait, c'est un petit peu ça la question que je me suis posée en lisant aussi ton livre. C'est que finalement, on va avoir une liste d'auteurs qui vont être établie et puis qui vont en exclure plein d'autres. Si tu fais le même jeu, si tu étais américain et que tu voulais faire le même livre, ta liste d'auteurs serait complètement différente. Et peut-être les questions de départ que tu aurais choisies seraient complètement différentes aussi. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux par souci pédagogique, rester dans le cadre culturel dans lequel on a baigné pour entrer le plus facilement dedans? Et en même temps, comment est-ce qu'on fait si on veut aller un petit peu au-delà de ça? Si peut-être, par exemple, on n'a pas aimé la philosophie en terminale, et dire, voilà, il y a peut-être aussi d'autres façons d'en faire que vous ne connaissez pas et qui ne sont pas forcément celles qui vous apparaissent en premier quand vous découvrez la philosophie en France. Oui, alors c'est toujours possible. D'abord, je ne sais pas si les Américains auraient une tradition extrêmement différente, mais si on allait en Chine, là, on a découvert très récemment, à l'échelle de l'histoire, que l'Inde et la Chine avaient aussi leur tradition philosophique. Là, j'en parle un peu du bouddhisme, du stoïcisme, du taoïsme, de Confucius, mais on sait peu de choses. Donc évidemment, on est héritier d'une tradition culturelle. Donc là, mon but, effectivement, c'était d'aider à la fois l'étudiant qui veut passer son bac, qui s'inscrit dans une tradition, l'homme de culture qui veut découvrir qui est Pascal, Spinoza et Platon, et donc après, conseiller des lectures, c'est pas mon but. Moi, mon but, il est humanologique, il n'est pas philosophe. Je ne suis pas philosophe, je ne cherche pas à l'être. Mon but, c'est d'essayer de comprendre l'être humain, et parmi l'être humain, il a créé des productions culturelles. La philosophie en est une. Qui a une histoire. Moi, ce qui me fascine, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les Grecs, à un moment donné, ont créé un type de pensée nouveau, pourquoi aussi la pensée islamique, il y a une philosophie islamique qui s'est développée avec Avicenne, avec Averroès. Donc, c'est à la fois comprendre l'origine de cette pensée, les formes de pensée qui se sont mises en place, quelles sont leurs forces et quelles sont leurs limites. Et donc, je me refuse, moi, à donner des conseils en disant quels sont les auteurs importants à lire. Okay. D'abord, à titre personnel, moi, aucun m'a aidé sur mes choix de vie. Je me suis débrouillé sans les philosophes et je pense qu'on peut très bien mener une vie très intelligente, très saine, enfin, je ne prends pas mon cas, hein, mais sans philosophie. Donc, heureusement. Voilà. Donc, le but, pour moi, n'était pas là. Le but était de découvrir un champ de pensée, comme je l'aurais fait pour la psychologie ou l'histoire. Ouais, du coup, j'avais une dernière question par rapport à ça. Le temps passe, hein, mais j'avais quand même envie de vous la poser parce que je sais que vous avez des points de vue différents sur la question. Donc, tu as adopté, Jean-François, une démarche transversale, essayer de comprendre comment résonne l'être humain en général. C'est la perspective que tu appelles humanologique et qui est aussi celle de ton ami Edgar Morin. Mais aujourd'hui, alors peut-être que vous ne le savez pas si vous avez étudié la philo juste au lycée, mais en fait aujourd'hui la philosophie c'est quand même un champ qui se spécialise de plus en plus, où les chercheurs et chercheuses creusent des sujets vraiment très pointus jusqu'à très loin.
Et on n'a plus vraiment de tradition philosophique qui balaie voilà, toute la pensée humaine voilà, de façon transversale. Alors, toi, Jean-François, tu es attaché à garder cette façon de raisonner. Fabien, je ne sais pas si toi, tu n'as pas un avis différent sur la question, justement. J'ai pas eu la fin de la question, mais vas-y Jean-François, je rebondirai sur ce que tu dis. Différent sur le fait que la question c'est faut-il faire de la généralité quand on fait de la philosophie, ou au contraire, est-ce qu'il faut se spécialiser? C'est ça le sens de la question. En fait, c'est ça, ouais. Ma question était trop longue, mais en fait, c'est ça. Moi, non, bah, moi je peux y répondre simplement, hein. La spécialisation, c'est pas le propre de la philosophie. C'est Oui, en valable plus, pour la biologie, c'est valable pour toutes les sciences, hein, c'est vrai. les sciences humaines comme les sciences de la nature. Donc l'hyperspécialisation a à la fois ses avantages, elle fait découvrir des choses parce qu'elle fait creuser des champs de savoir, et en même temps, elle a ses aveuglements. Donc, alors en ce sens-là, je suis assez maurinien. Je pense qu'il faut faire des allers-retours permanents vers la généralité et la particularité. Donc, il y a des philosophes aujourd'hui qui s'intéressent aux séries télé. Il y en a d'autres qui s'intéressent à l'immunologie. Alors, évidemment, c'est des champs de savoir complètement différents. Lequel est le bon? Je ne serai pas le bon. Là, chacun apporte son champ de connaissances, ses connaissances et ses limites aussi. Moi, je regrette effectivement qu'on perde une certaine culture générale, mais pour autant, c'est pas pour opposer une sorte de vision holiste et revenir à l'idée qu'une sorte d'esprit hegelien pourrait embrasser tout le champ du savoir et enfermer tout le monde dans un corset de concepts. Loin de moi cette idée. Mm. Ouais, alors bon, pour poursuivre dans la même idée, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas forcément parce que ce qui se passe dans les laboratoires de recherche en philosophie n'est pas très connu finalement. On voit plutôt des philosophes intervenir dans le débat public ou dans les médias, mais dans les laboratoires de recherche, effectivement, les gens sont extrêmement spécialisés maintenant. Et il n'y a plus, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette figure du philosophe qui embrasse la totalité du savoir, comme vient de le dire Jean-François. Et alors, moi je trouve que c'est un progrès qui est assez extraordinaire. En fait, je suis assez admiratif de ce qui s'est passé, de cette évolution des sciences humaines et sociales, et singulièrement de la philosophie, parce que quand je relis justement rétroactivement des philosophes comme Descartes, comme Platon, c'est vrai qu'on voit on voit très rapidement qu'il y a des secteurs où ils sont beaucoup plus pertinents que d'autres, et que des fois ils sortent un petit peu d'une certaine expertise. Et le fait que la recherche se soit spécialisée et qu'en même temps elle encourage des coopérations un petit peu transdisciplinaires et même transspécialitaires, je ne sais pas comment dire ça, mais entre des spécialistes dans une même discipline éventuellement, mais chacun ayant un savoir extrêmement ciblé, je pense que c'est quelque chose qui continue aujourd'hui de bouleverser la façon dont la recherche en philosophie se fait. Et voilà, je suis très très curieux de voir comment ça va continuer à évoluer. Mm. Ok, ben on arrive à la fin. Alors malheureusement, on a eu une émission un peu tronquée par les problèmes techniques, mais sur la fin, c'était quand même pas si mal. On a eu 20 bonnes minutes là, on était plutôt bien. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous mets, que je me trompe pas, paf, voilà, le livre de Jean-François, je vous mets un lien. Donc c'est pas un livre pour creuser des aspects très très pointus de la philosophie, c'est un livre pour voilà, se familiariser avec la C'est un livre philosophie. léger, dis-le directement. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je vais reprendre le compliment de Fabien. C'est un livre très bien écrit qui permet bah, voilà, d'entrer dans la philosophie de façon pas du tout lourde et pas du tout compliquée, parce que je sais que les philosophes sont parfois très difficiles à lire. Mais le bouquin ne l'est pas du tout. Donc voilà, si vous voulez vous familiariser avec la philo, essayer de balayer un petit peu ce dont la philo parle depuis 2500 ans d'histoire, eh bien, vous avez toute la philo en 4 questions avec ce bouquin. Voilà, et puis Jean-François en a écrit un autre d'ailleurs sur un peu sur la même idée, qui est de Socrate à Foucault, les philosophes au banc d'essai, où là, voilà, tu fais des tests sur les théories des philosophes, et spoiler, si vous avez bien suivi l'émission, à mon avis, Descartes, il en prend pour son grade dans le bouquin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire ce soir. Alors, on se retrouve, alors cette année, on se retrouve pas toutes les semaines, donc je vous retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, on parlera de l'actualité des sciences humaines de façon voilà,
un petit peu plus décontracté. Il n'y aura J'ai pas le d'interview, téléphone. ça sera plus des échanges avec le chat. Donc n'hésitez pas à revenir, on parlera des dernières études qui sont parues en sciences humaines, de leur intérêt, et puis on parlera aussi des sujets dont vous avez envie de parler. Bien sûr, on parlera de sciences humaines, mais si vous avez des sujets, des débats ou des sujets d'actualité, on sera heureux d'en discuter avec vous. En tout cas, moi je serai là. Peut-être avec une collègue, je ne sais pas encore. Suspense. Merci Savanowski pour le follow. D'ailleurs, j'ai vu que tu nous avais suivis sur Twitch. Merci beaucoup. Et bonjour à toi Bravo au à la Québec. régie. Salut Sigfi et du coup au plaisir hein, Sigfi, on se retrouve bientôt, fidèle au poste. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook et sur Twitch. Sur Twitch, je vais vous faire un petit raid parce qu'il y a notre ami Docteur Pierre qui est déjà venu sur cette chaîne, qui est docteur en histoire et qui a une chaîne Twitch et il est en train de streamer en ce moment. Donc si vous êtes sur Twitch, ne quittez pas, vous allez pouvoir lui rendre une petite visite. Et puis, Merci. en attendant, je vais remercier quand même nos invités. Merci à Fabien d'avoir été là pour discuter avec nous et aussi à Jean-François. Merci d'avoir présenté ton livre, merci d'avoir discuté de philo avec nous tous. En tout cas, merci de ton invitation, Hugo. Je remercie également les gens qui sont restés jusque-là, jusqu'à la fin. S'ils sont encore là, c'est qu'ils déjà ils détiennent de deux qualités philosophiques essentielles, la patience, la bienveillance. Et donc, Et même la on a sûrement persévérance. on est venu jusqu'à Bravo à toutes et à tous. À bientôt. Passez une bonne soirée, passez un bon week-end. Et Merci, puis, à bientôt. à très bientôt. Bonne soirée.